conférence qui était vraiment intéressante. Donc là, on va continuer cette session relative à la santé. Et notre deuxième conférencier est notre ami, docteur Zevré, donc le directeur du laboratoire Mesken. Donc comme vous savez, le professeur Zevré a travaillé pendant très longtemps sur le diagnostic de la tuberculose. Donc ce qui explique en partie l'intitulé de sa conférence. Donc il va aujourd'hui avec vous au sein de cette fac avec laquelle on a partagé beaucoup de choses, on a collaboré dans le passé, et j'espère que cette collaboration puisse reprendre et de plus belle. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de ce congrès et à leur tête, Rami Faïl de cela. Je le remercie particulièrement pour sa disponibilité, son enthousiasme et sa générosité. Il est connu pour ça, et à travers lui, toute son équipe et toutes les personnes avec qui il travaille et avec qui il a organisé ce congrès. Il a parlé de notre expérience en matière de génotypage moléculaire de la tuberculose. C'est un sujet qu'on a traité pendant pas mal d'années et qu'on a décidé d'arrêter pour se consacrer davantage à un axe de recherche qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le cancer. Et je reviens un peu sur tout ce qui a été fait en matière de génotypage moléculaire de la tuberculose au Maroc. C'est une longue histoire qu'on a eue avec la tuberculose, on la partage un peu, n'est-ce pas? C'est rapide. Donc, comme vous le savez, la tuberculose est une maladie pulmonaire, infectieuse. Il est causé par l'agent pathogène Mycobacterium tuberculosis. Vous avez eu à travers la conférence du professeur Lamri un avant-goût de la tuberculose, ce qui a suscité un intérêt particulier auprès de l'audience. Et voilà, donc c'est pour ça maintenant la salle est préparée. Donc, elle touche un tiers de la population mondiale. Et avec 9 millions de nouveaux cas qui sont recensés chaque année. Les dernières statistiques au niveau national font état de plus de 32 000 nouveaux cas de tuberculose, toutes formes confondues. Ça touche plus les hommes que les femmes, et malheureusement, ça touche la tranche de la population qui est la plus active, donc entre 15 et 44 ans. Au Maroc, les études épidémiologiques ont montré que les points chauds ou les points focaux de développement de tuberculose restent le Grand Casablanca, les deux villes, la région de Rabat Salé et la ville de Tanger, qui à eux trois représentent 65% des cas infectés par tuberculose au Maroc. Les dernières statistiques nationales montrent que la forme multirésistante de tuberculose est présente chez 1% des nouveaux cas et chez 11% des cas retraités. Alors, historiquement, le traitement de la tuberculose, il reposait, avant les années 40, sur le repos, sur l'air frais, sur l'exposition au soleil, le sanatorium. Et à partir de 1944 et le développement du premier antituberculeux, que les patients ont été pris en charge par un traitement médical, proprement dit. Et dans les années 50, avec la découverte d'une panoplie d'antituberculeux, il y avait une prise en charge assez intense de la tuberculose qui a participé à une réduction de l'incidence et de la prévalence de tuberculose au niveau mondial. La recrudescence, c'est pour ça qu'elle est différente de la réémergence. La tuberculose n'a jamais disparu pour réémerger, mais elle a repris au cours des années 80, suite à la co-infection avec le VIH, et surtout à l'émergence de beaucoup de souches multirésistantes aux antibiotiques utilisés. Ce qui a poussé l'OMS à adopter une nouvelle stratégie plus proche du patient, qui est la stratégie DOTS, et la tuberculose était déclarée comme urgence mondiale en 1993. Un concept concernant donc ce que c'est la résistance. Il y a deux types de résistance, il y a l'acquise et la primaire. L'acquise, quand le patient, à partir de son pool bactérien présent, puis sélectionner un germe résistant, et donc il va développer une résistance qui serait acquise.
Et si ce patient transmet la tuberculose résistante à d'autres patients, bon, pour ceux-là, on parle de résistance primaire. Les traitements utilisés ont été catégorisés en deux. Le traitement des antibiotiques de première ligne, qui sont l'isoniazide, rifampicine, pyrazinaline, butyrate, streptomycine, et les antibiotiques de seconde ligne, qui sont administrés aux patients présentant des souches résistantes, ou les patients avec échec thérapeutique. Malheureusement, les antibiotiques de deuxième ligne, ils perdent d'efficacité et ils sont plus toxiques et plus coûteux. D'où l'intérêt de focaliser, de faire le maximum d'efforts pour traiter les patients avant qu'il y ait déclenchement de la résistance et avant qu'il y ait dissémination des souches résistantes. Pour les traitements, il y a le traitement standardisé pour la tuberculose sensible, l'individualisé pour les formes résistantes et le traitement prophylactique quand on a une tuberculose infection sans syndrome apparent. Récemment, l'OMS a catégorisé en 5 groupes les antibiotiques. Toujours le premier groupe pour les formes sensibles, après le groupe des médicaments injectables, le groupe des fluoroquinolones, les médicaments bactériostatiques et des médicaments nouveaux à laisser ou surtout réservés au milieu hospitalier qui sont utilisés surtout pour les formes pharmacorésistantes les plus graves. Encore une fois, l'efficacité est diminue en fonction des groupes et le coût et toxicité augmente aussi. La tuberculose résistante ou multirésistante, c'est une tuberculose qui a une résistance d'abord aux 2 antibiotiques les plus utilisés, qui sont l'isoniazide et la rifampicine, plus autres antibiotiques de première ligne, ou au sang. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel c'est d'avoir les 2. Alors que la tuberculose extrêmement résistante, c'est une tuberculose multirésistante, plus une résistance à une fluoroquinolone et une résistance à un des antibiotiques injectables. Entre les deux, nous avons une forme qu'on appelle pré-XDR, et cette fois-ci, c'est une souche MDR avec une résistance ou bien au fluoroquinolone ou bien à un des antibiotiques injectables. C'est une forme évolutive, donc ça veut dire que cette souche MDR va acquérir une mutation, enfin une résistance au fluoroquinolone ou bien aux injectables, et probablement acquérir l'autre, il deviendra extrêmement résistant. Et puis vous avez la forme grave qui est la TDR qui est résistante à tous les antibiotiques utilisés. Cette tuberculose pharmacorésistante est le résultat d'un usage inapproprié ou incorrect des antibiotiques et se traduit par une absence de réponse au traitement, par un traitement lent et des médicaments puissants, toxiques et plus coûteux. Contrairement aux bactéries connues, la résistance aux antibiotiques chez tuberculosis n'est pas portée par les plasmides. C'est surtout des mutations géniques au niveau de gènes bactériens qui confèrent la résistance aux antibiotiques. Pour la streptomycine, c'est au niveau du gène RPS-LRS. Pour la rifampicine, c'est le gène RPOB. Et chaque antibiotique utilisé, on a trouvé un certain nombre de mutations au niveau d'un certain nombre de gènes qui confèrent la résistance. Bien entendu, ces gènes sont associés sont généralement code pour les protéines cibles de ces gènes, les cibles de ces antibiotiques. Si je prends le cas de la rifampicine, la rifampicine est une molécule qui va agir sur la sous-unité bêta de l'ARN polymérase. Alors, une mutation au niveau du gène RPOB de Mycobacterium tuberculosis, et particulièrement au niveau d'une région qui s'appelle la RRDR, va conférer une résistance de la souche à la rifampicine. Et les principales mutations qu'on retrouve, c'est la mutation de codon 531, 526 et 516. L'isoniazide est une prodrogue, donc c'est un pro-médicament, pro-antibiotique. Il faut qu'il soit métabolisé dans la bactérie. Alors la métabolisation fait appel à 2 protéines principalement, qui sont le fruit donc, de 2 gènes, enfin 4J et NHA, la catalase et une autre protéine.
Et toute mutation au niveau de, enfin, une mutation de particule de 4G ou bien de NHA va faire que la prodrogue ne serait pas métabolisée et ne donnera pas le médicament actif qui va s'insérer au niveau de la membrane bactérienne. Les principales mutations, c'est au niveau du codon 315 du gène 4J ou bien au niveau de la région promotrice et principalement la région niveau moins 15 du gène NHA. Pour les tombutols, c'est des mutations au niveau de certains gènes au niveau de l'opérant EMB-ABC qui vont empêcher la pénétration de l'EMB à l'intérieur. Alors, pour les injectables, catriomycine, calamycine, amikacine, qui vont agir au niveau des ribosomes et donc empêcher la traduction, c'est les mutations au niveau du gène RRS qui vont conférer la résistance. Pour les fluoroquinolones, c'est qui vont agir au niveau de GIR-A, donc c'est une topoisomérase, et à ce moment-là, d'autres mutations au niveau de, enfin des mutations particulières au niveau de GIR-A ou potentiellement au niveau de GIR-B vont permettre la résistance aux fluoroquinolones. Les principales mutations, c'est au niveau du codon 94 et 90 du gène GIR-A. Alors, au Maroc, plusieurs études ont été réalisées. Et pour rechercher les, disons, cartographier les mutations qui confèrent la résistance aux antibiotiques dans les souches isolées au Maroc. Et tout ça afin d'établir un profil de mutation qui serait associé donc à la résistance des souches aux antibiotiques, et dont le but de pouvoir intégrer ces techniques moléculaires dans le programme national de lutte contre la tuberculose, qui reposait principalement sur les cultures bactériennes et les tests conventionnels. Différentes techniques moléculaires peuvent être utilisées, telles que les dot-plot hybridations, dont le principe est d'hybrider le produit PCR avec des sondes sauvages au niveau de la mutation et des sondes portant la mutation. Et là, je donne juste un exemple. Pour ce A1, il ne s'hybride pas avec la sauvage, mais s'hybride avec la mutée, et donc il est considéré mutant et porte cette mutation. Pour celui-là, par exemple, il s'hybride avec la sauvage, mais pas avec le mutant, il est considéré sauvage. Et celui-là, ni avec le sauvage, ni avec le mutant, il n'est pas donc sauvage, mais il ne porte pas cette mutation, mais il est muté au niveau du codon 531 avec une autre mutation que la TTG. D'autres techniques sont largement utilisées aussi, mais enfin, le séquençage qui reste la technique de référence et qui n'est malheureusement pas disponible pour tous les laboratoires d'analyse. Et tout récemment, il y avait l'introduction par le ministère de la Santé, grâce aux recommandations de l'OMS, de techniques standardisées qui sont le GeneXpert et HiTest commercialisés. Alors le GeneXpert, c'est vraiment un système fermé qui permet la recherche de résistance que de la rifampicine, en disant que la résistance à la rifampicine est un marqueur de MDR qui n'est pas totalement juste, mais qui reste utilisé parce qu'il y a pas mal de cas qui sont monorésistants pour les rifampicines et qui ne sont pas MDR. Et puis vous avez le HiTest qui est basé sur le principe des bandelettes, et celui-là il recherche les principales mutations présentes au niveau de RPOB et de 4J. Maintenant, il y a des formes qui vont jusqu'aux mutations au niveau des gènes qui confèrent la résistance aux antibiotiques de deuxième ligne ou deuxième intention. Ces études réalisées au Maroc ont montré, alors pour la première qui a été réalisée sur des souches de Rabat, a montré qu'on a une prédominance des mutations au niveau des 1631, 26 et 16, au niveau pour la résistance à l'isoniazide, 4J315 et NHP-15, pour la streptomycine, CRP, CLRS, toujours, et pour les tombutons, c'est EMB. Alors, disons la spécificité, la sensibilité, pardon, n'était pas 100%, il n'y a que 74,4% des souches phénotypiquement résistantes qui portaient des mutations, identifiées par d'autres blots, 85 par séquençage. Donc le séquençage était considéré quand même plus sensible que le dot blot et permet de détecter plus de mutations que le dot blot. Ceci dit, parce que au niveau de la résistance, les mutations géniques ne sont pas à eux seuls responsables de la résistance, il y a d'autres facteurs de résistance autres que les mutations géniques. Alors, ça nous a permis donc de voir donc, que même si la sensibilité
spécificité reste moindre, la spécificité, elle est quand même absolue. Et toute souche qui a une mutation génique au niveau des codons et au niveau des gènes recherchés était forcément associée à une résistance phénotypique. Une autre étude qui a été réalisée sur les souches de Casablanca, sachant que Casablanca c'est le premier foyer de tuberculose, a montré que sur 703, on avait quand même 115 qui portaient la résistance au niveau de RPOP et 182 résistants à l'isoniazide, 181 qui portaient la mutation 4G315. Encore une fois, les principales mutations, c'est toujours les codons 531, 16 et 26. Ça donne une information que, en cherchant, en s'intéressant plus à ces codons, on est en train quand même de toucher un maximum de souches résistantes. Une dernière étude a été réalisée sur Tanger, en utilisant cette fois-ci le Hind test, une liquide commercialisée, a montré que, encore une fois, même sur Tanger, c'est les mêmes mutations qu'on retrouve, et ça conforte notre postulat que l'intérêt serait porté davantage sur ces différentes souches. Ces mutations ont été retrouvées aussi bien pour les formes monorésistantes que pour les formes multirésistantes. Le problème de la résistance, il n'est pas uniquement les MDR, c'est surtout, et maintenant, davantage les XDR. Au niveau à travers le monde, on voit bien que beaucoup de pays ont fait des études pour savoir s'ils disposent, au niveau des souches circulantes dans leur pays, de bactéries multirésistantes. Au Maroc, il n'y avait aucune donnée. Et on ne sait pas, est-ce qu'on dispose, est-ce que nous avons des souches XDR? Alors, pour rappel, les souches XDR sont des MDR avec une résistance à un fluoroquinone et des antibiotiques injectables. Alors, pour la fluoroquinone, on cherche les mutations au niveau de GIR-A et au GIR-B. Pour les injectables, nous avons 3 gènes de prédilection, RRS, TA et EIS. Donc, on a fait une étude sur les souches de Rabat. Alors, on a sélectionné 30 cas MDR. Pour avoir les 30 cas MDR, il fallait quand même travailler sur un ensemble de cas tout venant, pour sélectionner les cas phénotypiquement et génotypiquement MDR. Et parmi ces 30, 8 avaient des mutations au niveau du GIR-A, principalement, donc le codon 90-94, comme répertorié dans la bibliographie. Nous avons également trouvé un polymorphisme et une mutation qui n'est pas associée à une résistance aux antibiotiques, aux fluoroquinolones. Mais par contre, on n'a pas trouvé de mutation au niveau de RRS. C'est ce qu'on avait cherché à l'époque. On n'a pas fait de recherche sur EIS et TA. Et on ne pouvait donc conclure que sur la présence de souches pré-XDR. C'est des formes quand même plus graves que les MDR, parce que déjà vous n'avez pas accès aux fluoroquinolones comme moyen de traitement. Une autre étude plus récente a été réalisée sur les 84 souches MDR isolées de Casablanca. Et cette fois-ci, on a trouvé 15 cas sur les 84, donc avec un pourcentage moindre qu'avant, mais vu que le nombre, c'est plus significatif parce que le nombre est un peu plus grand. Et on a trouvé encore cette mutation silencieuse et ce polymorphisme chez 11 cas. Sur les 15 cas, qui représentent à peu près 18% des cas analysés, avait la mutation GIR-A, mais aucun n'avait de GIR-B, aucun n'avait la mutation RRS, aucun n'avait la mutation TA, sauf un polymorphisme. Donc, encore une fois, nous n'avons que des pré-XDR. Je trouve que dans le rapport de l'OMS, on dit qu'au Maroc, il y avait une souche, alors je ne sais pas où est-ce qu'elle a été analysée, mais on parle d'une cas XDR qui a été isolée au Maroc, certainement dans le cadre de collaboration avec l'OMS et l'ADI. En se basant de ces résultats, on s'est dit qu'il serait intéressant de proposer un algorithme pour la prise en charge des cas résistants. Cet algorithme permettrait d'introduire d'emblée les techniques moléculaires en parallèle des techniques conventionnelles. Et à ce moment-là, ce qu'on a appelé ici moléculaire DST, Drug Substitution Testing, serait fait dès que la personne a soit c'est une personne à rechute, soit c'est une personne qui a des échecs thérapeutiques ou qui avait eu
disons, un sida, parce que c'est un cofacteur important, ou bien vivant avec une personne reconnue MDR. Donc, cette personne, on va lui faire la DST, la molécule DST. Si la molécule DST donne un résultat positif, il faut directement activer l'administration des traitements des souches MDR de deuxième ligne. Pourquoi? Parce que si on se contente uniquement d'attendre la culture et d'attendre la conventionnelle de DST qui dure 1 mois pour la culture, 3 semaines pour l'antibiogramme, c'est quand même 1 mois, 3 semaines, ou dans les meilleurs des cas, 6 semaines, pour savoir que la souche est résistante. Et pendant tout ce temps-là, la personne reçoit un traitement standardisé et normal, et il est toujours une source de contamination dans l'environnement. Il pourra donc disséminer davantage ces formes résistantes. Le deuxième volet de mon intervention va sortir de ces résistances pour parler davantage de génotypage moléculaire à ce moment-là, des souches. Cette étude de biodiversité génétique, elle trouve un intérêt particulier parce qu'elle permet de caractériser les génotypes en circulation dans la population, permet aussi de comprendre la dynamique de transmission de la tuberculose dans la population et surtout étudier les associations entre certains types et les résistances. En effet, depuis la recrudescence de la tuberculose au niveau mondial et l'émergence et propagation des souches résistantes, un intérêt particulier a été porté à ces techniques de typage pour essayer d'étudier les filières de transmission de la tuberculose. Fès dispose d'un laboratoire d'épidémiologie très connu au niveau national. Quand on parle d'épidémiologie, on s'intéresse davantage à tout ce qui est étude des causes, distribution, contrôle de la maladie au sein de la population. Alors que l'épidémiologie moléculaire est tout à fait différente de l'épidémiologie classique parce qu'elle permet de comparer, c'est une science comparative qui vise à identifier les relations épidémiologiques en comparant les génotypes des souches responsables de la maladie. Elle a démarré donc, depuis 1993 avec la découverte des séquences d'insertion des IS, des fameuses IS, chez Mycobacterium tuberculosis, et depuis, elle a un essor particulier. Cette épidémiologie moléculaire est un ensemble d'outils qui permettent d'étudier la dynamique de la tuberculose, la détection des infections nosocomiales, distinguer entre une réinfection exogène et une réactivation endogène de la bactérie, et donc d'identifier les épidémies de résistance. Et tout ça dans un esprit d'un meilleur contrôle et management de la tuberculose, pas au niveau national, c'est au niveau mondial. Alors, chaque méthode de typage est associée à un marqueur. Si on prend la RFLP, qui est la technique de référence en matière d'épidémiologie moléculaire, elle est basée sur la séquence d'insertion IS. Le spoligotyping, c'est une technique qui est basée sur des séquences, dans directed bits, c'est des séquences répétées, et qui sont localisées au niveau d'une région du génome de Mycobacterium tuberculosis. Alors que les verrues VNTR, ils se basent sur des mini-satellites qui sont dispersés le long du génome et qu'on retrouve un peu partout. Il y en a un certain nombre. Alors, si on compare ces techniques, on trouve que, par exemple, l'insertion de l'IS, c'est sur le plan horloge moléculaire, il varie très rapidement, en prenant comme référence la mutation. Alors que les verrues VNTR et les spoligos varient plus lentement que la verrue. Ça se trouve au polymorphisme. Donc, pour l'IS, on a un polymorphisme qui est maximum, et donc c'est une technique très discriminante, alors que le spoligo et la verrue sont des techniques moins discriminantes que la RFLP. Donc la RFLP, juste rapidement, c'est une dégradation du génome par les non-nucléases, donc une restriction aux nucléases, puis hybridation avec les séquences IS qui sont un peu réparties dans le génome. Ça nous donne un profil qu'il faudra analyser par bioinformatique. Alors, le spoligo, c'est des séquences répétées. La bactérie peut perdre le DR, et s'il le perd, elle ne peut plus le récupérer. Donc il a au départ 43, elle peut en perdre, et
ça dépend lequel. Alors la technique repose sur une PCR avec les amorces forward au niveau de la région 3' du DR et la reverse en région 5'. Ça permettra d'amplifier la région entre les DR, et si on amplifie la région qui s'appelle le spacer. Et après, le pool de produits du PCR est hybridé avec les différentes sondes prises au niveau des spacers. Et cette hybridation permettra de renseigner sur la présence de spacers et donc la présence du DR à côté. Et avec ça, on a un profil Spoigo. Alors les mérus, donc c'est des mérus répartis un peu partout. Et alors le format classique c'est 12 mérus, mais on a le format 24 et le format 15. Après le ProForest, nous avons donc différents profils. Et en fonction de la taille, il y a une carte, et en fonction de la taille, on va calculer, on va déterminer le nombre de copies du méru, ce qui nous donne un code, un profil méru basé sur les différents codes. Alors ces techniques, pour ce qui est si on veut les comparer entre elles, l'IS-61 c'est une technique très lourde et très laborieuse et très difficile. Moi j'ai assisté une fois, vraiment c'est très lourd à faire. Alors que les techniques Spoigo et Meru sont des techniques très faciles à faire, on peut faire directement sur l'ISA. L'ISA bactérien, on n'a pas besoin de passer par des cultures bactériennes. Alors que pour l'IS-61, il faut absolument avoir une culture bactérienne. Alors, pour le Spoigo et Meru, c'est des techniques qu'on peut digitaliser, numériser, travailler donc, directement sur l'ordinateur. Et il est rapide et peut servir pour le haut débit, contrairement à l'IS-6110. Voilà un exemple qu'on a eu de Spoigo, donc de film Spoigo. Et donc à partir donc, des bandes, on fait juste un code binaire, donc plus 1 quand on a l'hybridation, 0 quand on n'en a pas, et la lecture se fait par triplet. Donc 1, 1, 1, ça correspond à un code, le 1, c'est le 7, le 2, 3, 0, c'est le 0, 1, 1, 0, ça correspond. Et après, nous avons un code octal, et ce code octal est soumis aux bases de données. Et en faisant ça, sur des souches marocaines, on a remarqué que cette biodiversité au niveau de la tuberculose au niveau national, elle est quand même, a montré que la population bactérienne est très homogène au niveau national. Alors, il y a principalement 3 familles, Lam, Harlem et Teclade. Donc, c'est 3 familles qui prédominent. Et les profils majoritaires étaient le site 42, site 50 et site 53, présents sur beaucoup de souches. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu comparer les profils en fonction des résistances, chez les souches sensibles, on avait principalement donc Lam, Harlem et T, mais très peu des autres. La même chose pour les souches MDR. Mais quand on a fait ça pour les souches XDR, pré-XDR que nous avons isolées, on voit principalement donc, les familles Lam. Est-ce qu'il y a probablement une sélection, une émergence d'un clan de souches Lam qui aurait plus de facilité à développer la résistance aux antibiotiques, aux fluoroquinolones? Alors, en faisant le Spoigo, ce n'est pas une technique très discriminante. Mais par contre, si on la combine avec les MERU-VNTR, elle devient fortement discriminante. En faisant le Spoigo, ça c'est un exemple de souches qui sont regroupées au niveau d'un seul cluster. Donc c'est le même profil Spoigo. Par contre, quand on fait le MERU, on va éclater en plusieurs subclusters, parfois uniques, parfois regroupés de 3 ou 4. Et donc, l'association MERU et Spoigo remplacerait l'IS-6110, la RFLP, comme technique de base pour l'étude de l'épidémiologie moléculaire des souches. Alors, les études réalisées au Maroc, sur des souches de 2002 à 2004, en 2019, donc Rabat et quelques souches de Tanger par Spoigo et MERU, en faisant le format 12, l'autre sur des souches au niveau récolté d'une enquête nationale, une autre aussi d'une enquête nationale, mais cette fois-ci en utilisant le format 24 des MERU, a permis de montrer qu'on a toujours cette famille-là, ces 3 familles-là par l'MT, qui étaient majoritaires,
et toujours les sites 42, 50 et 53 qui étaient majoritaires. Au niveau des murines, c'est le mythe 43 qui prédomine. Maintenant, si on voit de près les résultats, on trouve que par ce polygone, on a un taux de regroupement par ce polygone qui est assez grand, 80%. Pareil pour les autres. Mais quand on fait le MERU, on éclate les 80 en 53, donc on a un taux de regroupement de 53, parce que c'est un MERU 12. Alors ici, sur une population très hétérogène, parce qu'il a été isolé de tout le Maroc, on a éclaté à presque 30, qui était très significatif et très important à montrer. Et si on a fait le format 24, on éclate davantage, en phase de 76 à pratiquement 15. Alors, un autre indicateur qui est aussi important, c'est la transmission directe. La transmission directe a été établie à 66% pour la première étude, 64, 70 pour les deux autres, par ce polygone. Mais quand on fait par MERU, ça passe de 22 à 8%. Ça veut dire qu'il y a vraiment très peu de transmission directe entre de circulation directe des souches, et ça montre que les gens, ils sont pas contaminés les uns aux autres par les contaminations des uns aux autres, il est quand même réduite. Alors, en faisant cette comparaison des formats 12 et format 24, on a isolé les marqueurs, les MERU, qui étaient très discriminants au niveau national. Alors, qui parle discriminant, c'est surtout un facteur de discrimination, un indice de discrimination qui est calculé. Et cet indice de discrimination, quand il est supérieur à 0,6, donc le locus, il est considéré comme très discriminant. Des deux premières études, format 12, on a isolé un certain nombre de marqueurs qui étaient très discriminants. Du format 24, il y avait un certain nombre de marqueurs très discriminants. Et en combinant ces deux, et en se basant sur le format 15 reconnu, standardisé au niveau international, on a proposé maintenant un format 15, cette fois-ci national. Donc format 15 qui permet une meilleure discrimination des souches nationales en circulation au Maroc. Et on voit très bien que le cap a été délaissé au profit du 23. On a fait une petite comparaison de tous ces résultats entre typage des souches et résistance. Et on n'a pas trouvé vraiment de corrélation entre le caractère phénotypique, caractère de résistance et le type de bactérie. Et donc dans une même grappe, on a trouvé des souches qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques de résistance, donc un plan spécifique n'a été vraiment obtenu. On pense que l'âme prédomine, mais bon, il n'y a pas de signification statistique. Les souches montrant une résistance dans une sont développées grâce à une pression de sélection induite par les traitements mal suivis, et ils constitueraient donc principalement des cas de résistance acquise. Alors voilà, je reviens, donc c'est les mutants GIRA qui appartiennent plus à l'âme, donc probablement un clan spécifique. Donc, je vais conclure juste pour dire que les techniques moléculaires ont leur place, mais ils ont des limites. Bon, bien entendu, l'identification uniquement d'un nombre de mutations de résistance, ça pose une limite. La résistance à partir de cultures parfois pose une limite. Parfois, plusieurs tests sont requis pour chaque antibiotique. La présence de mutation, ce qui est important, est cliniquement informative, alors que l'absence de mutation, c'est pour ça que la spécificité elle est à 100%, mais l'absence de mutation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance. Et à ce stade, les techniques moléculaires, ils ne peuvent pas remplacer entièrement les techniques conventionnelles, mais ils vont les compléter. Donc l'association entre tests phénotypiques et tests moléculaires permettra un diagnostic rapide et une meilleure prise en charge de la tuberculose. Il y a 9 publications qui ont été publiées, et tout ce travail, c'est le fruit de collaboration entre intervenants de laboratoires, l'Institut d'hygiène, les laboratoires de tuberculose Pasteur de Casa et de Tanger, Pasteur de la Guadeloupe et laboratoire au niveau d'Afrique du Sud. Et je vous remercie. Merci pour cette conférence qui était intéressante et qui a permis de mettre en lumière différents aspects de cette maladie contagieuse
comme par exemple la prévalence, la résistance, le traitement, les gènes de résistance, etc., les méthodes de stage. Donc je pense que votre conférence va susciter un nombre important de questions. Et vu la contrainte de temps, donc on va essayer de prendre 2 ou 3 questions. Donc je veux remercier M. Désolé pour cette présentation qui a montré l'application de la biologie moléculaire pour le diagnostic. C'est très intéressant. Donc ma question c'est, est-ce que pour la résistance, est-ce que ce sont les antibiotiques qui induisent la résistance ou ce sont les mutations spontanées? Question. Ce qui est reconnu maintenant, c'est qu'un mauvais traitement, un mauvais usage des médicaments, un traitement non complété, parce que fait qu'il y a, est-ce que c'est le médicament qui le fait? Je crois que oui, mais surtout, c'est la sélection de résistants. Il y a des formes, il y a une pression de sélection qui est exercée et qui fait que si on n'éradique pas toutes les bactéries, cette forme, la bactérie qui devient résistante, toute seule, où il y a un effet épigénétique ou moléculaire qui va se faire par l'intermédiaire aussi de l'antibiotique, qui fera que la bactérie devient résistante, il sera sélectionné. Ce qui est aussi important, il faut rappeler que les gens qui ont la tuberculose, dès qu'ils reçoivent le traitement même standardisé, ils récupèrent. Ils sont guéris dans un premier temps. Pourquoi? Parce que c'est une population qui est hétérogène au départ de bacilles et qu'il y a un clone qui va devenir résistant et qui va être sélectionné pour, dans certains cas, pour ressurgir la maladie dans quelques mois plus tard. Si c'est une forme acquise, par contre, si c'est une forme qui est résistance primaire, donc la personne reçoit l'antibiotique, la bactérie déjà résistante. Moi, je parle de formes qui ont déjà un pool de bactéries qui est hétérogène, il y aurait sélection. Maintenant, est-ce que l'antibiotique fait? Certainement. Je ne connais pas le mécanisme exact par lequel l'antibiotique va provoquer la mutation, mais c'est possible. Je te remercie chaleureusement de cette conférence forte intéressante, et notamment sur cette thématique qui est fort importante. Je tiens quand même à dire que depuis l'intégration de notre collègue Semzeri au laboratoire de biologie de Clesten, donc il y a cette émergence du travail sur la tuberculose. Et effectivement, vous avez apporté beaucoup de choses, surtout du point de vue moléculaire. Alors, cependant, j'ai 3 questions. Et ce qui m'a donc étonné lorsque vous avez parlé de la mutation, la mutation silencieuse. Bon, cette mutation n'apporte rien, donc pourquoi on la cite? Là où il y a donc sérine. Oui, non, c'est pas une mutation, c'est un polymorphisme. C'est un polymorphisme, je parlais de polymorphisme. Et il y a à côté une mutation qui n'est pas associée à la résistance. Elle existe, mais elle n'est pas associée à la résistance. C'est un polymorphisme. D'accord. Et lorsque vous avez parlé de l'unusiazide, effectivement, c'est un pro-médicament. Et donc, première étape, c'est métaboliser au niveau de la bactérie, et c'est ce produit qui est normalement. Est-ce qu'on n'a pas pensé à synthétiser directement le produit final et l'utiliser comme antibiotique? Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à ça. Je ne sais pas. Puisque c'est peut-être on peut le synthétiser chimiquement et l'utiliser comme antibiotique. Donc, voilà. Je crois que si ça n'a pas été fait, c'est que c'est pas faisable. Je ne pense pas que l'industrie pharmaceutique qui travaille sur ça n'y avait pas pensé. Est-ce que c'est une molécule qui n'est pas stable? Est-ce que c'est une molécule qui ne peut pas rentrer? Je ne sais pas. Si ça n'a pas été fait, c'est que certainement c'est pas faisable. Et dernière question, c'est maintenant lorsqu'on compare ces différentes mutations à l'échelle marocaine, les mutations marocaines,
par rapport aux autres mutations en Europe? Est-ce que c'est presque les mêmes mutations ou Alors, il y a des mutations qui sont spécifiques à la population marocaine? Les mutations dominantes non, c'est au niveau. Ce qui est dominant au niveau international, il l'est au niveau national. Donc on retrouve les mêmes profils de mutation. Du point de vue résistance, c'est pratiquement les mêmes profils. C'est les mêmes résistances, les mêmes mutations qui confèrent la résistance au niveau national, au niveau international, qui sont majoritaires. On va prendre une dernière question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les discuter avec M. Mouzavali pendant la pause café. On est très limité par le temps. Veuillez nous excuser. Merci, chers collègues. C'est vrai pour la qualité et la quantité d'informations scientifiques présentes ici. Je voulais juste savoir votre opinion, une fois que vous avez cette étude sur le polymorphisme au niveau islamique de la région, par exemple du Congrès, Rabat, Kazan, etc., et la recherche de ce type de mutants, est-ce qu'il y a possibilité de faire une carte géographique de la dynamique de déplacement parce que cette mutation, au départ, elle est apparue chez quelqu'un. Ensuite, elle a disséminé. Et est-ce qu'il y a donc des propositions de schéma de migration de cette mutation qui a démarré quelque part, peut-être qu'elle est venue de l'étranger, etc. Est-ce qu'il y a des scénarios qui aident quand même à comprendre un petit peu comment ces résistances se déplacent, etc. Merci. Et une autre chose, c'est juste si vous pouvez nous expliquer le choix entre 12 et 24, c'est sur quelle base et sur quel principe? Merci. J'ai le temps pour détailler, c'est à la clé. D'accord. Alors, je commence par le choix, la différence entre 12 et 4. Bien entendu, si vous prenez 12 satellites à utiliser pour discriminer entre les souches, pour étudier les souches, c'est toujours moins discriminant que 24 000 satellites. Donc le travail sur 12, il s'intéresse donc au nombre de copies au niveau de chaque satellite, au niveau de 12. Si on travaille sur 24, on va encore éclater davantage. Donc c'est pour ça que le 24 était plus intéressant. Alors le choix de la cartographie. Pour faire de la cartographie. Et là, je vais m'étaler davantage. On a trouvé des souches qui ont été identifiées, par typage moléculaire, identifiées au niveau qui s'appellent les souches Madrid. Ça s'appelle Madrid. Parce qu'elle a été identifiée en Espagne. Et donc, c'est une souche qui est venue de l'Espagne au Maroc. Et ça montre que c'était vraiment de l'immigration nord-sud. On a trouvé des souches qui s'appellent Cam, qui vient du Cameroun. Alors, ça montre qu'il y a un brassage génétique au niveau national et que les souches qui existent au Maroc, c'est des souches qui viennent un peu de partout. Et, sauf qu'on ne peut pas parler de dynamique actuellement pour la simple raison qu'on n'a pas d'antécédents pour pouvoir pour comparer. On sait très bien qu'il y avait des souches qui sont venues d'Europe et on sait très bien qu'il y a des souches qui sont venues d'Afrique. Ce que nous avons proposé au programme national de lutte contre la tuberculose, c'est qu'ils puissent adopter cette approche. C'est pas pour nous, ils ont leur laboratoire de référence pour le faire, qu'ils puissent adopter cette approche et qu'ils utilisent ces différentes études, parce que toutes ces études ont été réalisées entre 2005 et maintenant. Donc toutes ces études comme base, et chaque fois refaire les études pour essayer de comprendre ces dynamiques et se préparer et élaborer des plans de riposte. Le Maroc a été, avant, une terre de passage, de transit des immigrants. Maintenant, c'est une terre d'accueil. Et dorénavant, on reçoit davantage de cas des migrants. Et la plupart des immigrants, ils vivent dans des conditions de salubrité telles que ça devient un terrain propice pour le développement de la tuberculose, qui est considérée comme la maladie des pauvres. Et donc, c'est des conditions réunies pour le développement de la tuberculose. Beaucoup de personnes
sont intéressés à travailler sur la tuberculose chez les immigrés. Bon, ils sont confrontés au refus des immigrés eux-mêmes, et en plus à leur peur qu'ils soient attrapés. Donc c'est pour ça qu'ils, maintenant, avec la nouvelle législation, donc ils ont moins à craindre, et très probablement, on peut faire des choses avec ces immigrés pour essayer de... Donc il y a une cartographie à faire au niveau, disons, déjà au niveau national, et bien sûr avec tout l'entourage qui a été publié dans les autres pays, pour justement étudier et comprendre cette dynamique. D'ailleurs, c'est le but de... Je vais juste me permettre de rajouter une chose, et pour revenir à cette... on a eu une réflexion, parce qu'on a fait le même travail sur les HPV, les HPV qui sont responsables du cancer du col de l'utérus. Et en voyant le typage, alors une autre méthode de typage, c'est pas la même, en voyant le typage des mycobactéries, on a trouvé que les familles et les types de mycobactéries, c'est des familles, disons, plus stables, et c'est des familles ancrées en Afrique. Et donc, c'est une transmission qui, donc l'introduction des bactéries tuberculoses, une introduction ancienne, maintenant avec les cas sporadiques qui sont rentrés durant le XXe siècle, mais l'introduction elle est ancienne et c'est des souches qui sont bien installées. Quand on voit la même chose avec les papillomavirus, qui est une maladie sexuellement transmissible, et surtout causée par un virus, on a fait l'étude de typage et on a trouvé que la transmission est plus récente, que ce n'est pas les formes africaines qui prédominent, mais c'est les formes européennes, et aussi nous avons les formes nord-américaines. Ça montre que cette entrée de ce virus, elle est récente. Elle a été récente, pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture, il y a une libération des mœurs au cours du XXe siècle, mais pas avant. Et cette comparaison entre tuberculose et HPV, disons, c'est un peu sur le plan moléculaire, nous permet aussi de voir cette dynamique des populations et la culture qui s'y installe. Entre tuberculose, transmission aérienne, introduite depuis longtemps et bien ancrée au niveau national, et une transmission de l'HPV qui est sexuelle, introduite plus récemment, et une prédominance des souches et des types européens. Donc la comparaison nous incite à réfléchir, et à réfléchir sur comment introduire ces techniques d'épidémiologie moléculaire pour mieux comprendre ce brassage de population, cette dynamique de population au niveau d'abord national et surtout régional et international. Merci, chers collègues, pour votre intervention. À présent, on a une pause café de 15 minutes, exactement 15 minutes.